intellectuelle, et dans ce cas, la pomme de pin dite parfaite, mais qui ne serait qu'un caprice de savant, pourrait dans ce cas correspondre au nombre d'or. Fibonacci. Revenons en arrière, ce n'est pas la caméra explore le temps. Oui. Il est né à Pise en 1175. Son vrai nom est Leonardo Pisano, ou Léonard de Pise. C'est un surnom, hein, Fibonacci. Oui, c'est ça. Qui est-il? Un curieux personnage. Combien se sont cassés les dents? Et pourtant, Merci, monsieur Fibonacci. c'est tout simple. Dites. La fameuse suite de Fibonacci, c'est un bonheur pour l'œil. Parce que lorsque il la trace, il pose un point de départ et il met 1 plus 1 sur 1 et égale 2. Il est bien connu que la fraction de 1 par 1, c'est forcément 1. Donc je reprends. 1 plus 1 égale 2. À côté de cela, il va indiquer toujours 1 plus 1 sur une barre de fraction sous laquelle se trouve 1 plus 1 plus 1. Et là, ce n'est plus 2, c'est 3 demi, c'est-à-dire 3 sur 2. Et s'il continue son dessin de la sorte, il va écrire le 1 plus barre de fraction 1 au-dessus, et dessous il va y avoir 1 plus 1 barre de fraction, au-dessous 1 plus 1 barre de fraction 1 au-dessous. Et cette fois-ci, nous avons 5 tiers, c'est-à-dire 3 sur 5. Alors nous pouvons continuer la suite de la même manière, avec le 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus 1 plus 1 sur 1 plus et ainsi de suite, ce qui veut dire que nous avons à chaque fois une fraction qui se met en place avec, cette fois-ci, 8 cinquièmes, c'est-à-dire 8 sur 5. Et la fraction suivante, qui va avoir un dessin de plus en plus joli, avec des barres de fractions qui vont de plus en plus loin et qui désignent le 1 ou qui le déclinent, nous allons arriver à 13 huitièmes. Alors vous allez me dire, quel lien peut-il y avoir entre le 2, le 3 sur 2, le 5 sur 3, le 8 sur 5, le 13 sur 8, eh bien c'est là que nous nous rendons compte que nous avons une véritable partie de ping-pong ou un zigzag qui s'effectue dans les fractions, puisque le chiffre du dessus se retrouve au-dessous dans la proposition de fraction suivante. Alors bon à savoir, parce qu'on ne l'apprend pas à l'école, Philippe Lamarck. C'est un Français, Cocorico. Un Français qui a donné ce nom, les suites de Fibonacci. Oui. Un arithméticien, Édouard Lucas, en 1817. Exact. C'est bien d'avoir des feuilles de pompe sous les yeux. Hein. Ah, merveilleux. Mais encore faut-il les retrouver. C'est lui qui a mis tout cela en évidence. Et lui aussi, Édouard Lucas, a calculé. C'est exact. Et il fait partie de ces gens qui étaient de sincères chercheurs, qui ont voulu trouver dans la Renaissance des choses que d'autres personnes n'y avaient pas nécessairement vues, mais qui se sont retrouvés curieusement, je dirais même paradoxalement, les otages des sectes néoplatoniciennes qui, elles, n'ont pas cessé de guetter les instruments de pouvoir depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ. Et ces sectes néoplatoniciennes ne sont pas du tout sympathiques, parce que ce sont des gens qui favorisent la tyrannie, les instruments de domination dogmatique, et qui ne cessent de déclencher des conflits. Je vous en donne au moins 2 exemples. Lorsque les néo-pythagoriciens sont installés à Crotone et à Métaponte dans le sud de l'Italie, pour y créer une sorte de république artificielle idéale, se débarrassant de toutes les contraintes réelles pour former une sorte de république de l'utopie. Ils ont créé ces républiques de Crotone et de Métaponte. Ils ont tellement ennuyé le monde qu'ils se sont pris des révoltes et que les gens, agacés par leur délire, ont fini par se débarrasser d'eux. Et la chose ne manque pas d'arriver systématiquement dès qu'il y a des gens qui veulent recréer ces républiques fantoches, et il suffit d'aller chercher chez un néoplatonicien des plus débridés mentalement, et même c'est inquiétant parce que c'est du dévergondage, je l'appelle Rousseau,
Et ce Rousseau a voulu nous créer une sorte d'Émile qui est l'image de Crotone et de Métaponte. Et on voit à quoi a abouti Rousseau avec les folies révolutionnaires. Je pourrais dire la même chose du programme de l'éducation nationale d'aujourd'hui, où dans la doctrine d'emploi diffusée par les ministères successifs, ils vont carrément chercher des citations chez Rousseau, et il faut adapter les programmes à ce doctrinaire. Détestable ce mot doctrine, Philippe Lamarck. Ça me fait franchement peur parce qu'on sait toujours où ça se termine. Ouais. Et la façon dont ça se termine, c'est les bombardiers de l'US Air Force avec des nombres d'or plein leur fuselage. Et comme par hasard, ce fameux hasard qui n'existe pas, voyons où a lieu la première arrivée d'Américains qui prennent pied sur le sol européen en Italie du Sud. Ça a lieu précisément à proximité de Crotone et de Métaponte. Évidemment, ça ne figure pas dans les ordres tactiques qui sont donnés aux troupes d'assaut. Mais il s'agit de s'emparer de ces lieux magiques parce qu'ils sont porteurs, ils sont emblématiques. Et je vous donne en mille avec qui ils font alliance sur place pour s'assurer de complicité locale. C'est évidemment une certaine société dont il convient de ne pas prononcer la mafia. Le nom. C'est pas moi qui l'ai prononcé. Non, mais je l'ai prononcé puisque c'est écrit dans le livre. Tout arrive au moment où tout doit arriver. La mafia, une société secrète aux prétentions initiatiques pythagoriciennes. Oui. Et le nombre d'or. Philippe Lamarck, collection Les Incontournables aux éditions Trajectoire. Merci infiniment. Et je vous en prie. Mon cher Jean-Paul. Il se trouve que les services secrets américains ont négocié c'est historique, ça on n'y peut rien, avec Frank Nitti et avec Lucky Luciano. Et aujourd'hui, les historiens observent avec intérêt la situation piquante que cela représente en se disant comme c'est amusant, la réelle politique, le cynisme, eh bien c'est merveilleux. Ils ont fait alliance avec l'alliance, enfin le mariage de la chèvre et du chou, ou du bâton et de la carotte, et ils se sont servis des complicités locales pour pouvoir mieux s'implanter. Mais regardons donc plutôt, grâce au cinéma américain qui le met à la portée de tout le monde, à quoi ressemblent les règles dites d'honneur et les liturgies utilisées, les rituels à l'intérieur de ces groupes d'origine sicilienne émigrés aux États-Unis. Et comme par hasard, nous retrouvons la même doctrine qui ressemble à celle des pythagoriciens dont ils sont les très lointains héritiers. À propos d'honneur, il y a la médaille d'honneur aussi. Ah, alors ça, ce sont ça se passe aux États-Unis. C'est très intéressant. Pour quiconque a déjà lu la Constitution de 1776, je ne parle pas des amendements postérieurs qui appartiennent à la réalité politique tangible, je parle de l'intention du législateur initial. Nous retrouvons très exactement la doctrine pythagoricienne qui consiste à créer une sorte de république dirigée par une élite d'initiés. Je retiens bien les deux termes, élite et initié. En d'autres termes, il s'agit soit de renverser des rois s'ils y sont, soit de créer toute autre chose ex nihilo s'il n'y a pas de roi de droit divin, et dans ce cas, de confier le pouvoir à ceux qui en sont dignes parce qu'ils ont été sélectionnés par des sociétés d'initiés qui ont pu, au cours des années, évaluer la valeur foncière et morale et l'intelligence de leurs membres. Donc à partir de là, il s'agit de dessiner le spectre extérieur d'une démocratie, la baptiser du nom de souveraineté populaire, et d'aiguiller l'électorat vers des gens qui ont été présélectionnés par la société qui, elle, n'a surtout pas besoin de se faire connaître du grand public, parce que le grand public, tout simplement, n'a pas à la connaître. Et les gens en question ont pour but d'appliquer la doctrine mise en place par la société en question, parce qu'elle est considérée comme le bien absolu, le bien de référence, et, comme disait Pythagore, l'harmonie avec le cosmos. Et c'est ce qui se passe avec cette constitution américaine. Et comme il s'agit occasionnellement de distinguer quelques personnes qui ont rendu service à cette construction utopique,
ont été créés des ordres de récompense qui existent toujours. Rendu service, mais avoir été aussi blessé. Ah oui, alors là, ce sont des attributs militaires. Je pense à l'ordre de Purple Heart. Alors, il y a le Purple Heart, il y a la médaille d'honneur du Congrès, il y a des quantités d'attributions qui existent dans le protocole des États-Unis d'Amérique. C'est remarquablement bien conçu. Nous devons nous incliner devant les gens qui ont passé autant de temps à concevoir de tels symboles. Et c'est la raison pour laquelle j'ai consacré quelques pages à 2 d'entre elles, parce qu'elles étaient plus faciles à comprendre que les autres, avec une brève explication très très laconique. Et nous retrouvons dans ces 2 emblèmes la présence du nombre d'or dans la construction. Et le nombre d'or sert cette fois-ci de signe de reconnaissance à la société. Cela ne veut pas dire pour autant que les gens qui sont faits récipiendaires des attributs en question soient informés de la doctrine qui a dicté la création des emblèmes en question. Et puis personne ne va leur donner le fond de l'affaire, et au fond ça ne les intéresse pas. Ce qui est plus intéressant, c'est que la chose en question devient un cachet montré. Et que ceux qui la portent étant une référence vis-à-vis de la société parce qu'ils sont placés en qualité d'exemple pour tout le monde, pour que tout un chacun puisse les admirer, et comme les médias diffusent des images de ces distinctions, cela produit assez aisément un phénomène d'induction mentale, je dirais plutôt d'image subliminale. Nous sommes bien d'accord, il n'est que d'observer le billet vert de $1. Ah, c'est remarquable. Alors le billet vert de $1, merci cher ami, parce que je n'ai pas trouvé opportun d'en parler dans l'ouvrage Le Nombre d'or, parce que la présence de la section dorée y est, mais ce n'est pas le principal sujet. C'est dans un autre de mes ouvrages auxquels vous avez bien voulu faire référence tout à l'heure, également publié chez Trajectoire, et qui s'appelle Les grands maîtres des sciences occultes. Il s'agit d'une série d'une 20aine de biographies des 10 grands maîtres depuis l'Antiquité. 26 biographies. Oui. 26, ce n'est pas un nombre d'or. Non. C'est 2 fois 13. Oui, c'est exact, mais c'est un choix éditorial par rapport à une pagination disponible. Donc vous voyez que c'est très ras des pâquerettes comme considération. Vous souvenez-vous, Philippe Lamarck, que nous avions évoqué cette date du vendredi 13 pour ce plus près des étoiles. Oui. Je termine le propos précédent, nous passons au millésime. L'une de ces biographies est consacrée à un étrange personnage qui s'appelle Adam Weishaupt. Et cela m'a permis, en toute simplicité, de démontrer que la secte des Illuminés de Bavière est à l'origine... Plus connue sous la secte Illuminati. C'est ça. Oui. Et ces Illuminati fondés en 1776, au même moment que la Constitution des États-Unis d'Amérique, est directement à l'origine des dessins, de l'inspiration du billet vert de $1 qui a été dessiné en 1932 et qui n'a pas bougé depuis. Il a simplement un tout petit peu changé de couleur puisqu'il est passé du vert au gris vert. Et quant au portrait qui orne ce billet, j'ai dit très clairement dans mon ouvrage que beaucoup de gens pensaient qu'il s'agissait de George Washington. En réalité, il s'agit de Adam Weishaupt lui-même. Et comme je n'ai eu aucun procès suite à cette parution, c'est que j'ai tout lieu de supposer que la Banque centrale des États-Unis d'Amérique, qui n'a pas pu manquer d'être informée de cela parce qu'ils sont attentifs à toutes les portes qui claquent par l'intermédiaire de leurs services spéciaux, eh bien, n'ont pas trouvé utile de relever le propos, et je les en remercie, qui ne dit mot consent, et tournons la page. Mais ça va beaucoup plus loin, ce billet de $1. Ah, il est remarquable. Suivant les pliures qu'on va lui donner, on va pouvoir apercevoir des tours, des flammes, et plus de tours. Je ne suis pas allé jusque-là. Je vous montrerai. Avec grand plaisir. En référence au 11 septembre. Naturellement, j'avais saisi l'allusion comme tous nos auditeurs. Nous parlions du 13 octobre. Du vendredi 13. Oui, vendredi 13 octobre 1307. Oui. Affaire universellement connue. Avec ce vendredi 13, enfin, nous sommes le 14 maintenant. Oui, c'est vrai. Nous avons commencé l'émission le 13, oui. Oui, Je vous en prie.
Oui, c'est un millésime extraordinaire, mais qui est maintenant tellement connu du grand public qu'il ne me semble pas nécessaire de le rappeler. S'il vous plaît. Oui, il s'agit tout simplement de l'exécution de l'ordre d'arrestation de certains chevaliers membres de l'ordre du Temple présents sur le royaume de France, suivi ultérieurement d'une tentative de Philippe le Bel et de Clément V d'étendre cette arrestation aux chevaliers présents dans les autres royaumes. Alors ce nombre d'or, et j'en aurais terminé provisoirement avec mes questions, Philippe Lamarck, il paraîtrait que ce nombre d'or, on le retrouve dans la construction de l'Arche de Noé. On le retrouve à plusieurs reprises dans la Bible, principalement dans le livre de l'Exode. Vrai ou faux? Ni vrai ni faux, je sors un joker pour 2 raisons. La première, c'est que la gématrie biblique, à ma connaissance, ne contient pas une expression objective du nombre d'or parce que... Stop, gématrie. Tout le monde ne sait pas. Ah. Qu'est-ce que la gématrie? L'application des nombres aux lettres, sachant que la tradition attribue un certain chiffre à chaque lettre et que leur combinaison peut donner des équations qui ont une signification vibratoire. Pour dire les choses différemment, nous pourrions par exemple prendre A valeur 1, B valeur 2, C valeur 3, Z valeur 24, et nous avons de la sorte une gématrie latine. Et nous pouvons, à l'intérieur même d'un nom, vérifier le chiffre afférent à chacune des lettres composant le nom, le réduire en les additionnant les uns aux autres et n'en retenir qu'un seul, qui peut éventuellement permettre de ressortir une signification symbolique par l'intermédiaire du nombre. Alors je reprends ce texte très court. Oui. C'est dans la Genèse. Alors, je l'ai retrouvé. Genèse 6, 15. Voilà ce que Dieu dit à Noé. Cette arche, tu la feras longue de 300 coudées, large de 50 et haute de 30. 300 coudées de large, 50 coudées de hauteur et 30 de large. Nous sommes en plein dans le nombre d'or, Philippe Lamarck. Oui, mais pas tout à fait le 1618. Et vous n'allez pas chipoter. Non, je ne vais pas chipoter, d'autant que il faut se demander s'il s'agit de l'habitacle ou s'il s'agit de l'ensemble du bâtiment. Et là-dessus, les avis divergent parce que la silhouette, la construction architecturale d'une nef, même si elle est destinée à ne pas croiser en haute mer et qu'elle est simplement destinée à servir de radeau de la Méduse amélioré, doit tout de même être profilée. Et à défaut de répondre, je me contenterai d'une supposition. C'est que la Providence fait ce qu'elle veut, ça nous le savons. C'est même le meilleur auteur comique de tous les temps, nous en sommes les jouets. Le seul problème, c'est qu'elle ne nous a pas donné la cohérence du scénario, et nous passons facilement de Achille Talon à Gaston Lagaffe. Mais je me délecte. Il y a au moins une certitude à l'arrivée, c'est qu'avec les gifles qu'elle nous impose, il faut dire merci, essayer de comprendre ce que le ciel a voulu nous faire comprendre. Et il arrive dans cette affaire-là. Pas obligé de tendre l'autre joue, hein. Une seule suffira. Nous sommes bien d'accord, encore que l'affaire de l'autre joue mériterait d'être développée. Et le cas de la politique contemporaine qui va s'achever, pouvons supposer inévitablement, par l'entrée de la Turquie dans l'UE. On en pense qu'on en veut, le problème n'est pas là. Moi, ce que je regarde, c'est la dimension métapolitique, métahistorique et surtout métaphysique de l'affaire. Et si elle a lieu, comme beaucoup de gens peuvent le supposer, je ne suis pas loin de les rejoindre, eh bien c'est un pays dans lequel se trouve la maison de la Vierge, Éphèse, et j'ai mis moi-même mes pieds dans les pas de Saint Paul en allant